on se retrouve dans un système familial qui essaie de retrouver son équilibre, à tout prix, même si le prix c'est de t'écraser toi. Et ici, le mot équilibre, il est crucial, parce que c'est ça qui se passe. Le système familial essaie de retrouver son équilibre. Et retrouver l'équilibre, c'est essayer de retrouver la même dynamique qu'avant, en fait. Ce que tout le monde devrait rechercher, c'est l'harmonie. C'est une dynamique harmonieuse et nouvelle qui prend en compte les changements qui se sont opérés chez les membres de la famille. Parce qu'un tel ou un tel fait le travail sur soi, a des circonstances de vie qui changent, devient parent, on change quand on devient parent, etc., etc. Mais souvent, les autres membres de la famille, ils se sentent trop menacés par le changement pour pouvoir faire ça. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode, comme d'habitude je suis ravie de vous retrouver. Si tu me vois en vidéo, tu vois peut-être mes joues rouges, le froid est arrivé ici à Trieste. Et je suis dans le pull de ma grand-mère pour vous parler de Noël, pour vous parler des fêtes de fin d'année. Cette année, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, c'était quoi les choses les plus difficiles pour vous pendant les fêtes ? Parce que chaque année, vous êtes nombreux et nombreuses à me partager, Camille, comment est-ce qu'on traverse ça ? Il y a des tensions familiales, il y a de la fatigue émotionnelle, chacun a son rôle et puis n'arrive pas à sortir de son rôle alors qu'on aimerait tellement que cette personne sorte de son rôle et nous donne autre chose, les obligations familiales, les repas qui s'éternisent, les remarques déplacées, l'impression d'être la petite encore qu'on prend jamais au sérieux, etc. Alors qu'aujourd'hui je suis bien adulte. Et la solitude qui peut surgir avec tout ça, au milieu d'une période que par ailleurs on nous vend comme magique, tu sais, c'est la pub Coca-Cola de Noël, voilà, les petits lutins, le Père Noël, tout le monde s'aime, et puis toi t'es là et tu te dis, ce n'est pas du tout mon expérience, what's wrong with me, qu'est-ce qui va pas chez moi ? Je veux que tu saches ça dès le départ, et c'est ce que j'aimerais valider et rappeler. Si les fêtes sont compliquées pour toi, tu n'es pas seule, vraiment t'es pas seule, c'est pas un échec personnel, c'est pas que tu dramatises, c'est ton système nerveux, ton histoire personnelle et les parts jeunes de toi qui se réveillent. On va en parler. Donc on va voir si aujourd'hui avec cet épisode je peux t'aider à peut-être traverser les fêtes autrement, avec plus de sécurité intérieure, aller moins dans l'activation, peut-être poser moins d'attentes aussi, et puis pour faire de la place à des fêtes de fin d'année avec plus d'amour. Je crois que c'est ça qu'on veut, on va voir si on arrive à ça, si on en arrive là. Tout ce que je vais dire dans cet épisode ne s'applique pas si ta famille est dangereuse, si ta famille est abusive et que tu ne t'y sens pas en sécurité. Ok, bien sûr, ici dans cet épisode, je m'adresse aux personnes pour qui c'est encore possible d'être en famille, même si c'est hyper dysfonctionnel à plein d'endroits, que voilà, le contact est encore possible et nourrissant quand même à des endroits. Donc je le disais, les fêtes, c'est pas juste ce moment Coca-Cola, ce moment plein de joie, de cadeaux, etc. C'est aussi un énorme champ d'activation, champ émotionnel qui s'ouvre, parce que les fêtes, elles nous ramènent là où tout a commencé, en fait, dans notre famille d'origine. Il y a même certaines personnes qui retournent dans la maison de leur enfance, parce que les parents y habitent toujours. Moi, c'est le cas pour mon mari, par exemple. Moi, dans mon enfance, on a déménagé plusieurs fois, mes parents sont divorcés, donc il n'y a plus cet ancrage, ce lieu qui est le lieu familial. Mais lui, il a ça. Et d'un côté, c'est hyper beau, je trouve, d'avoir un lieu racine aussi, et de l'autre côté, ça réveille à fond la mémoire implicite. Il n'y a plus aucune neutralité, il n'y a même pas de neutralité du lieu, en fait. Tout est hyper chargé. Ça peut vraiment charger les choses énormément. Donc ça, il faut avoir conscience de ça aussi. Si tu écoutes le podcast régulièrement, tu m'as entendu parler d'orientation, de l'importance de s'orienter dans son environnement. Donc avoir conscience qu'un environnement qui est déjà celui de mon enfance, ça charge les choses, quoi. Parce que quand on retourne dans notre famille, il y a quelque chose de très particulier qui se passe dans notre système nerveux. C'est vraiment comme si on faisait un voyage dans le temps. Okay ? C'est ton cerveau et ton corps, les deux, c'est ton système en entier qui dit « Ah, ce lieu-là, la couleur de ce mur, le ton de cette voix, cette odeur, cette façon de faire, tout ça, on connaît. Tout ça, ça me rappelle quand j'étais petit, quand j'étais petite. » Si tu es sur ce chemin de guérison, sur ce chemin de régulation, tu as vécu ça, c'est sûr. Tu sais, comme tu te sens adulte à plein d'endroits dans ta vie, dans ta vie adulte, tu as fait le travail sur toi, tu te sens adulte à tous ces endroits-là, et tout à coup, tu arrives chez tes parents,
Et là, tu te sens à nouveau comme la petite fille ou comme le petit garçon. C'est comme si tout le travail sur toi, tout ce que tu as fait, toutes ces années même où tu as grandi, où tu as vieilli, tout a été balayé, tu sais pas où c'est parti, et tu es en mode... Qu'est-ce qui m'arrive ? Genre, j'avais fait tellement de progrès sur mes limites, par exemple. Et là, j'arrive plus à rien. Ça, c'est la mémoire implicite. J'explique en détail la différence entre la mémoire implicite et la mémoire explicite dans l'épisode 104 du podcast. Donc, je t'invite à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait. Mais un rappel ici, parce que pendant les fêtes de famille, je vais faire vraiment un court rappel sur la mémoire implicite. Pendant les fêtes de famille, dans notre famille d'origine, si on n'y met pas énormément d'intention et de travail, on est dans la mémoire implicite constamment dans la mémoire implicite. La mémoire implicite, c'est quoi ? C'est une mémoire qui est ressentie, qui est vécue. C'est une mémoire qui est beaucoup plus dans les sensations. On pourrait la décrire comme les choses dont on se souvient inconsciemment, sans effort. Okay ? C'est pas il s'est passé ça tel jour en 2004, je me souviens, c'est pas explicite justement. Okay ? C'est tout ce qui s'est imprimé dans notre corps, dans notre musculature aussi. Et on pourrait dire que elle est pernicieuse un petit peu cette mémoire implicite parce que elle influence constamment la façon dont on fonctionne au quotidien. Pourquoi je dis pernicieux ? Parce que on n'a pas l'impression que c'est une mémoire, c'est-à-dire que ça a la saveur de l'identité, la mémoire implicite. C'est vraiment, j'ai l'impression de réagir au présent, mais en fait, je suis en train de réagir au passé. Parce que mon système nerveux, il est en mode « Ah, la situation, elle est assez similaire, ça je connais, et on est en train de réagir comme la petite fille de 10 ans à qui c'est arrivé il y a 20 ans, il y a 25 ans ou il y a 40 ans. » La mémoire implicite, c'est ces parts de nous. Les parts de nous, quand on parle des parts de nous, elles ont rien oublié. Quand on dit que le corps n'oublie rien, la mémoire implicite, elle est dans le corps. Okay ? Donc dit autrement, c'est les parts jeunes de nous qui arrivent en première ligne et qui commencent à mener la danse parce que c'est tellement familier. La part de toi qui n'avait pas le droit d'être triste, celle qui devait être parfaite, celle qui apaise les conflits, celle qui devait tout gérer ou celle qu'on voyait pas, qui devait se faire discrète, etc. etc. Donc c'est pas toi qui perds tes moyens ou tout le travail sur toi que t'as fait ces 10 dernières années qui disparaît quand Noël arrive. C'est pas ça, c'est ton système nerveux qui dit « Attention, ici ça s'est déjà mal passé, on doit être prudent. » Ou alors... il a même pas le temps de dire ça et t'es déjà dans tes réactions automatiques des parts jeunes de toi parce que t'as pas amené encore de conscience là-dessus. Et c'est ok, c'est humain, work in progress, on est là, on est en train de faire le travail. Pour comprendre ce qui se passe dans notre famille d'origine, il faut qu'on parle des rôles familiaux. Dans toutes les familles, tout le monde joue un rôle inconscient. C'est important, hein, c'est pas conscient, mais tout le monde a un rôle. Quand on arrive à la naissance, on a un rôle qui nous est assigné. C'est un peu comme une pièce de théâtre, en fait. Chacun connaît ses répliques, ses réactions, ses comportements. Peut-être que, voilà, t'es celui ou celle qui est responsable de tout, à nouveau, celle qui organise tout. Peut-être celui ou celle qui doit bien se tenir, qui doit pas faire de vagues. Le mouton noir de la famille, au contraire, celui ou celle qui est toujours à contre-courant. Celui ou celle qui va apaiser, arrondir les angles, etc., etc. Moi, par exemple, j'ai longtemps été celle qui réparait. Moi-même, je disais que j'étais la glu. C'était moi qui organisais les réunions des cousins chez les grands-parents parce que les grands-parents voulaient voir leurs petits-enfants, mais qu'il y avait des histoires entre eux et nos parents. C'était moi qui laissais tout tomber et qui accourais quand quelqu'un dans la famille allait mal. Aussi parce que j'étais addict au drame et à l'urgence. À ce moment-là, mon système nerveux, il aimait ça. Et c'était valorisé parce que bien sûr, les grands-parents, ils étaient hyper contents. Hein. C'était vraiment valorisé. Et puis, j'ai commencé à fatiguer. Et j'ai commencé à faire le travail sur moi et à changer, du coup. Et à changer ça. Petit à petit, ça a été très difficile. J'ai commencé à changer ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on change ? Ça va déranger, ça va perturber toute la pièce de théâtre, en fait. Si toi, tu joues plus ton rôle, la pièce, elle peut plus tourner. Imagine une pièce de théâtre où les acteurs commencent à plus dire leurs répliques. Genre, ils commencent à dire autre chose ou à faire autre chose. Les autres acteurs, en face, ils sont en mode « Ok, je fais quoi maintenant ?» Genre, on n'est pas dans de l'impro, on est dans... Enfin, ça les oblige à improviser, ce qui déclenche leur réponse de survie. Et tu commences à être vu comme une menace. Tu mets en péril le bon déroulé de la pièce. Et c'est ça qui se passe. Quand tu dis non, quand tu exprimes un besoin, ok, c'est pour ça que tu reçois du jugement, de la culpabilisation, des pics, des silences, des commentaires passifs-agressifs, un petit rire nerveux et puis on change de sujet, ce genre de choses. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, et ici c'est les 4 accords Toltec, ne jamais rien prendre personnellement, mais vraiment parce que j'ai mis entre parenthèses, c'est même pas contre toi, c'est pas contre toi, c'est les réponses de survie qui sont déclenchées chez les autres membres de la famille par ton changement. Et en conséquence, on se retrouve dans un système familial qui essaie de retrouver son équilibre, à tout prix, même si le prix c'est de t'écraser toi, par exemple. Et ici, le mot équilibre, il est crucial, parce que c'est ça qui se passe. Le système familial essaie de retrouver son équilibre. Et retrouver l'équilibre, c'est essayer de retrouver la même dynamique qu'avant, en fait. Ce que tout le monde devrait rechercher, c'est l'harmonie. C'est une dynamique harmonieuse et nouvelle
qui prend en compte les changements qui se sont opérés chez les membres de la famille, parce qu'un tel ou un tel fait le travail sur soi, a des circonstances de vie qui changent, devient parent, on change quand on devient parent, etc., etc. Mais souvent, les autres membres de la famille, ils se sentent trop menacés par le changement pour pouvoir faire ça. Donc ça, c'est un petit contexte. J'ai construit l'épisode ici en 3 temps. Le problème, la solution, et puis créer un nouveau paradigme et prendre soin de soi. Donc ici, j'aimerais normaliser ce qu'on vit. Pour commencer, puis là, c'est le problème. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, dites-moi, c'est quoi les choses les plus difficiles ? Et vous m'avez partagé tellement de choses. Je vais lire quelques éléments de ce que j'ai reçu pour vraiment, voilà, que toi qui m'écoutes, tu te sentes pas seul, encore une fois, si c'est compliqué. Donc il y a toute la catégorie des tensions familiales, de tout ce qui est relations dysfonctionnelles, hein, voilà, être le mouton noir de ma famille, supporter ma famille codépendante, toutes les tensions qu'il peut y avoir et qui remontent, et c'est vraiment pas agréable. Le côté imposé, faut être comme ci, comme ça, faut gérer la belle-sœur qui respecte aucune limite, faut gérer certaines paroles assassines, retomber dans le rôle assigné par mes parents, hein, ce qu'on disait, tu te retrouves d'un coup, puis comme si t'étais à nouveau le petit garçon, la petite fille. Donc ça, c'est tout ce qui est les tensions familiales. Il y a aussi tout ce qui touche aux limites, hein, à nos limites, à notre autonomie, à nos besoins personnels qui sont pas respectés. Le fait de devoir dire non à une famille qui a besoin d'être tout le temps en fusion, ok, alors que moi j'aurais besoin d'espace, pas culpabiliser de choisir de faire des choses plutôt en solo, rester authentique et arrêter de me suradapter, être avec des gens qui me correspondent pas, j'ai pas le droit d'aller mal. Okay. Peut-être, on en parlera juste après, pas avoir le droit d'aller mal, gros sujet. Il y a tout ce qui est l'anxiété, les angoisses, les douleurs qui remontent aussi, les choses qui sont difficiles quand on va dans notre famille d'origine. Peut-être c'est ma propre anxiété d'y aller, ou c'est je me retrouve avec des personnes qui ont énormément d'anxiété. Il y a comme ce que j'appelle moi une co-dérégulation, hein. On se dérégule les uns les autres, ça m'amène du stress. Je suis en dépression en ce moment, puis il faut que je la cache parce qu'ils peuvent pas recevoir ça. Le sentiment d'être décalé. Il y a tout ce qui est ensuite les injonctions et les attentes. Oh là là, l'impression d'obligation parce que c'est Noël. Toutes nos dynamiques de people pleasing qui ressortent. J'ai l'impression que je dois faire plaisir à tout le monde. Il y a quelqu'un qui partageait la fameuse question: est-ce que t'es toujours célibataire ? Toujours pas d'enfant, hein ? Tout ce qui est logistique, charge mentale, organisation, hein, la course aux cadeaux. Si on est dans des familles recomposées, on alterne. Moi, j'ai fait ça pendant des années. Hein. Le 24 au soir chez mon père, le 25 au matin, on prend la voiture, hop, on va chez ma mère. Voilà, les multiples Noëls, les repas qui sont interminables, la charge mentale de tout ça, planifier tout ça dans une vie qui est déjà bien remplie. C'est pas comme si au niveau des fêtes, tout s'arrête. Hein. Les fêtes arrivent et tout s'arrête. Il y a des personnes qui se sentent seules aussi. Noël, ça fait remonter souvent tous nos deuils. Aussi, donc il y a le deuil, il y a la solitude. Le sentiment d'être isolé aussi, on peut se sentir très seul même si on est entouré. Ou alors il y a des personnes qui n'ont pas de famille parce que les personnes ont disparu ou qu'il a fallu s'en couper parce que encore une fois, c'était plus safe. J'étais plus en sécurité au sein de ma famille, donc c'est hyper dur ça. Voir tout le monde qui est réuni et puis moi avoir que quelques personnes ou avoir que mon enfant ou mes parents. Penser aux personnes qui sont décédées, hein, aux êtres chers avec qui j'aurais aimé passer Noël. Ça peut faire remonter énormément de deuil. C'est chaud pour le corps aussi Noël. Tout ce qui est santé, c'est très concret ça, mais la fatigue digestive, la surstimulation partout, les repas, je l'ai dit, qui sont hyper longs, la consommation d'alcool qui, voilà, dans certaines familles... Si tu bois pas, c'est pas très bien accepté. Et il y a un peu des grandes dynamiques ou des sujets sur lesquels on est invité à travailler, selon moi en tout cas, parce qu'on retrouve ça dans presque toutes les familles, puis si on veut que ça se passe bien, c'est ce sur quoi il nous faut aller bosser. Et ces 3 choses, c'est numéro 1, l'espoir secret que cette fois mes parents vont être différents, ou appliquez-le à n'importe quel membre de la famille, hein. Et puis je vais toucher quelques mots de ça. Un deuxième point, c'est la surcharge du système nerveux dans ces moments-là. Et un 3e point, c'est le sujet des limites. Je vais avec mon premier point, l'espoir secret que nos parents seront différents cette fois, ou que la tante machin, ou les petits-enfants, nanana. Mais je vais parler des parents ici, parce que je crois que ça peut être nos parents, ou on peut l'appliquer aussi aux grands-parents. Cet espoir que cette fois, ils vont enfin voir mes besoins, qu'enfin ils vont vraiment écouter, qu'enfin ils vont mieux me comprendre. Mais s'ils l'ont jamais fait, et qu'ils n'ont jamais fait le travail sur eux, ils peuvent toujours pas le faire aujourd'hui. Alors oui, on peut s'attendre à une opération du Saint-Esprit, mais souvent, l'attente, c'est une déception qui est en préparation, hein, malheureusement. Il faut beaucoup de courage pour faire ce travail. Et il y a des personnes qui l'évitent toute leur vie. Peut-être nos parents, peut-être nos grands-parents. Donc ici, la question centrale, vraiment, c'est comment est-ce que je peux me donner ce qu'ils ne peuvent pas me donner ? Et la deuxième question, c'est qui est-ce que j'ai dans ma vie qui me donne ça, aujourd'hui ? C'est ce que j'appelle la famille choisie. Prenons un exemple.
La mère qui ne peut pas s'arrêter un instant et qui doit absolument faire quelque chose pour toi. T'arrives à la maison, ah, comment tu vas ? Et je sais pas, je réponds par exemple, il y a beaucoup de choses en ce moment, c'était pas facile avec le travail, il y a la naissance de la petite, c'était beaucoup, j'étais un peu submergée parfois, mais voilà, ça va. Et puis là, la mère, elle répond, ah, c'est vrai que c'est difficile. Tu veux un peu de purée ? Je vais te faire un thé. La machine à tourner, tu peux aller récupérer tes vêtements. Et toi, t'es là. Comment c'est possible ? Je viens de dire que je suis submergée à plein de moments, que voilà, dans l'ensemble ça va, mais que c'est pas facile quand même. T'es là, comment c'est possible ? Jusqu'à ce que tu vois que ce sont des parts protectrices chez ta mère. Ça peut être la mère, ça peut être le père, la grand-mère, ok ? Et que tu peux pas lui demander d'aller dans ce niveau de vulnérabilité, d'écoute, de présence, dont tu as besoin. Ça ne nie pas ça, ok ? Et dont tu as toujours eu besoin en réalité, parce que ça date pas d'aujourd'hui. Dans ton enfance, c'était déjà comme ça. Jusqu'à ce que tu puisses voir, ah ok, ça c'est des parts protectrices, tu ne trouveras pas la paix. Et pour pouvoir trouver la paix, tu dois prendre soin, toi, de tes parts à toi, de tes parts jeunes, ok ? De tes parts jeunes, et essayer au maximum de te rappeler, aujourd'hui je suis adulte. Et pour ça, c'est vraiment se réorienter constamment, c'est pour ça que je parlais de l'importance de l'environnement au début, se réorienter constamment dans l'ici et maintenant. Et ça peut complètement changer des dynamiques, de changer de lieu pour Noël. Moi, par exemple, l'année dernière et cette année, c'est chez moi. Ça change énormément les dynamiques. J'en reparlerai tout à l'heure. Et être conscient et consciente aussi qu'il y a un deuil à faire. On en parlait avec mon mari il n'y a pas longtemps. Lui, il a des parents qui sont hyper critiques, qui sont très jugeants, qui sont drivés par la peur à plein d'endroits, par la honte à plein d'autres endroits. Et il me racontait qu'il leur avait parlé, et puis il avait parlé avec ses parents, puis il a parlé avec sa mère, il me partageait son agacement, sa colère, parce qu'il leur racontait un peu ce qu'on faisait et tout ça. Et je lui dis, mais ça doit être dur pour toi. Je lui dis, t'es sûr qu'il n'y a que la colère, il n'y a pas quelque chose d'autre derrière la colère ? Je lui dis, il n'y a pas de la tristesse ? Parce que ce que tu me dis, c'est qu'il te voit pas, en fait. Il me disait, ouais, je suis triste. Et là, ces derniers jours, il était un peu effondré. D'ailleurs, et ça lui a amené à la conscience, ça. Pour nous, ça a été une année quand même assez dure, enfin assez rude, je dirais, la première année avec un enfant, on apprend tout. Une grande croissance dans nos deux activités qu'il faut soutenir. Moi, avec ma fissure anale pendant 11 mois sur 12, là, cette dernière année, franchement, c'était hard, cette année. C'était hard, mais on l'a fait. Lila, c'est une enfant, vive, tellement éveillée, malicieuse, super belle, je suis très objective. Nos activités, elles sont en pleine expansion, avec des équipes qui grandissent, on donne du travail avec des personnes, on génère des revenus pour des personnes, pour leur famille qui travaillent avec nous. Voilà, je veux dire, c'est pas rien. C'est pas rien. Et ça fait 6 ans qu'on travaille aussi hyper dur pour ça, pour arriver là où on est aujourd'hui. Donc, c'est sûr, quand il en parle à ses parents qui, soit dit en passant, ne comprennent rien à ce qu'on fait, et que la seule réponse c'est « méfie-toi, ça peut vite s'écrouler », hein. Pas une félicitation, pas de démonstration d'affection, aucune fierté, aucune joie. C'est dur. Et c'est dur particulièrement pour les parts jeunes de nous. C'est dur pour l'enfant intérieur de mon mari qui n'a jamais été vu par ses parents. Et aujourd'hui, toujours pas. Pour celui qui, encore aujourd'hui, il m'a dit à maintes reprises, j'ai le sentiment que mes parents ne me connaissent pas. Il y a un deuil immense à cet endroit-là. Et jusqu'à ce qu'on ait fait ce deuil, on peut pas accueillir la façon dont nos parents nous aiment, en fait. Moi, ma belle-mère, par exemple, donc la mère de mon mari, elle fait la cuisine, elle prend le relais avec Lila de façon hyper autonome, bien plus que ma mère à moi, par exemple. Elle fait toutes les choses pratiques, ok ? Mais ne lui demandez pas de démontrer de l'affection, ne lui demandez pas des mots d'encouragement, ne lui demandez pas de vous prendre dans les bras. Voilà, mon mari ne peut pas lui demander qu'elle lui dise qu'elle est fière de lui. Elle ne peut pas donner ça. Elle peut donner tout le reste, et c'est ça qu'il faut être en mesure d'accueillir. Et à nouveau, c'est se demander, comment est-ce que du coup je peux me donner l'affection, les mots d'encouragement, le soutien qui soit autre que logistique ? Qui dans ma vie, dans ma famille choisie, me donne ça aujourd'hui ? Et si tu m'écoutes, vraiment, je te pose la question parce que c'est tellement intéressant de faire cet exercice-là avant d'aller dans la période des fêtes, avant de retourner. Moi, je l'appelle dans le panier de crabes. Je vous expliquerai après pourquoi. Avant de retourner dans la famille d'origine, parce que du coup, on y va solide en fait. J'ai déjà ça dans ma vie. J'ai plus besoin d'eux pour me donner ça. Et j'en arrive à mon deuxième point, la surcharge du système nerveux.
parce que c'est beaucoup les fêtes. Les fêtes, c'est souvent une surcharge, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'attentes de la part des autres ou de notre part. Et c'est à nous, là, de faire le travail pour nettoyer un peu les attentes avant d'y aller. D'amener de la curiosité, en fait, on verra bien ce qui se passe. Beaucoup de stimuli, beaucoup d'émotions non gérées, beaucoup de nourriture, c'est beaucoup. Et pour la plupart des personnes, c'est trop, en fait. C'est trop de choses à digérer. Mais pas seulement la nourriture, hein, aussi les expériences. Donc ici, revient un concept fondamental du travail somatique, c'est ce qu'on appelle le titrage. Et c'est quoi le titrage ? C'est le fait de décomposer les choses par petits bouts. Et donc ça va impliquer quoi ? Ça va impliquer de faire des pauses, ce qui nous amène déjà au sujet des limites, hein, parce que tu auras besoin de poser des limites fermes ou d'avoir tes limites fermes déjà en place pour pouvoir te lever de table parce que le repas est trop long pour toi et dire je vais marcher 30 minutes et je reviens, ok ? Ou aller dans ta chambre si tu as une pièce à toi, et couper de tout le monde pendant 1 heure, j'en sais rien, dire je reviens, je vais faire la sieste, j'en sais rien. En disant ça, je peux déjà entendre certains ou certaines d'entre vous qui disent non mais moi dans ma famille, je peux pas faire ça. Ils ne comprendront jamais, c'est impossible. Et je veux déjà te dire que ce n'est pas le sujet. Enfin, c'est le sujet pour tes parts jeunes, parce que c'est elles qui ont peur d'être invalidées, humiliées, rejetées, de plus être aimées. Et c'est elles qui émergent, comme elles ont pu l'être dans le passé. Hein. Elles émergent, ces parts jeunes, quand j'aimais toutes ces idées de pouvoir poser des limites, écouter des besoins et tout ça. Et c'est bien qu'elles soient là. Tu peux les remercier. Moi, je remercie ces parts de toi qui se sont laissées surchargées, submergées par le passé, même s'il y a des choses qui leur convenaient pas, même s'il y a des choses qui n'étaient pas bonnes pour toi parce que ça répondait pas à tes besoins. Le rôle de ces parts de toi, c'était de maintenir l'attachement à tout prix. Rien d'autre. C'est indispensable pour pouvoir se développer en tant qu'enfant. Donc tant que tu avais ce besoin de te développer, physiologiquement, hein, le besoin de grandir, que ton cerveau se développe, ton système nerveux, prioriser l'attachement, c'était la meilleure stratégie disponible. Et c'était en fait la seule stratégie disponible. Et je veux que ces parts de toi, elles entendent que, oui, elles ont travaillé dur pour répondre aux attentes du foyer, pour se plier aux règles, ou pour les contourner discrètement, et pour pas heurter les figures d'attachement. Elles ont supprimé tes limites, et même peut-être la colère saine qui nourrit tes limites. Elles t'ont gardé en sécurité. Et est-ce que tu peux prendre 3 secondes ici pour réaliser ça ? Et pour envoyer à tes parts peut-être même un peu de gratitude, ou au moins de la compréhension. Et oui, aujourd'hui, ton corps, ton cerveau, ton système nerveux, ils sont formés, ça y est. Donc t'as plus besoin de préserver l'attachement à tout prix. Ils sont complètement formés si t'as plus de 26 ans. Donc t'as plus besoin de préserver l'attachement à tout prix. Et si aujourd'hui t'estimes que le prix il est trop grand pour préserver l'attachement, tu es en droit de refuser de le payer. Ce qui nous amène au sujet des limites. Quand on se retrouve dans notre famille d'origine, on se retrouve avec des gens, on peut se retrouver avec des gens qui n'ont pas de limites, on peut se retrouver avec des gens qui ne respectent pas celles des autres, avec des gens qui n'ont aucune idée même de ce que sont les limites. Et puis on se retrouve aussi avec nous-mêmes et souvent notre difficulté à poser des limites dans cet environnement qui est si familier, où tout se mêle, où se mêle une histoire commune, de l'amour, de l'affection, mais aussi des différends et parfois des passés, des passifs qui sont lourds. C'est pas facile. Et je crois que les limites, c'est le sujet sur lequel on doit devenir hyper compétent si on veut aller avec de la sérénité, avec un peu de sérénité au moins, dans les fêtes en famille. Je vais revenir sur mon panier de crabes. Lors de notre conversation avec mon mari, je lui disais, tu sais, ta famille, c'est vraiment un panier de crabes. Vous savez ce qu'ils font, les crabes, hein. Quand il y en a un qui essaie de sortir, il y a les autres qui essaient de le faire retomber dans le panier. C'est exactement ce qu'ils essaient de faire dans la famille. Dès qu'il y en a un qui connaît un peu le succès, qui gagne un peu plus d'argent, etc., c'est tout de suite, ah bah méfie-toi, ça va s'écrouler. Ou alors il se dispute avec cette personne-là, puis il ne lui parle pas, même pendant des années. Donc c'est vraiment les crabes qui essaient de te... faire retomber, en fait, de te faire retomber. Là, c'est important, les limites. Poser des limites, c'est aussi protéger tout le travail qu'on a fait sur soi. C'est protéger là où on veut aller dans la vie. C'est protéger, si t'as une famille, nous maintenant, notre famille, c'est Mathilde, Camille, Lila et Alma, c'est protéger ce nucléon familial-là. C'est protéger notre work in progress aussi, parce qu'il y a plein de plaies chez nous, donc des plaies, des blessures, qui sont encore ouvertes. Il y a plein de points qui sont encore sensibles à l'intérieur de nous, et à plein d'endroits, on a besoin de solidifier ça avant d'être à nouveau agressé exactement à cet endroit-là. Donc une plaie, si on n'arrête pas de verser du vinaigre dessus, ça va pas se refermer de sitôt. Donc parfois, la meilleure chose et la chose la plus sage, c'est de prendre de la distance. Et ça va prendre des formes différentes pour chacun de nous, ça. Et ça va se situer à des niveaux différents. Ça peut être rester évasif sur sa vie.
Oui, au travail, ça va bien. Pendant les vacances, on part dans le sud. J'ai même pas besoin peut-être de dire où. Et oui, peut-être que c'est pas facile pour certaines parts de nous qui aimeraient en dire plus et que sur le moment, ça nous attriste. Mais c'est aussi sain à ce moment-là. On sent que c'est sain et que c'est la chose la plus safe finalement de pas s'exposer davantage, de pas en dire plus. Ça peut être limiter le temps de contact. Prendre des pauses régulièrement, aller se balader une demi-heure, prendre l'air, aller dehors, ça coupe aussi l'environnement, revenir faire ce touch and go qu'on fait en somatic experiencing, on va toucher une activation et puis on s'en éloigne. Ça va être prendre son espace peut-être. Si c'est possible, peut-être je me prends Airbnb plutôt que d'être dans la maison familiale, si c'est possible, si le budget est dispo, etc. Ou je viens, mais que si j'ai ma chambre et que j'ai une pièce et que j'ai un endroit où je peux me retirer tranquillement. Ça peut être décider que le repas, pour moi, ne durera pas plus de 2 heures. Et que non, on ne me resservira pas 3 fois et que je ne mangerai pas tout ce qu'il y a dans l'assiette et que je ne boirai pas d'alcool. Dire non dans sa famille, c'est très courageux. Et donc ça implique qu'on prenne soin de toutes les parts de nous qui sont terrifiées par les conséquences de nos limites en amont, pas une fois qu'on y est. Autrement dit, si tu écoutes cet épisode et que tu sais qu'il va y avoir des choses difficiles en famille, commence maintenant. Commence maintenant. Si tu t'imagines les situations, parce que tu les connais par cœur, qu'est-ce qui ressort ? Quelles parts de toi sont présentes ? Qu'est-ce que tu ressens dans le corps ? Et tu régules maintenant. Ressens, et puis ensuite réoriente-toi. Je suis là, je suis dans l'ici et maintenant, je suis chez moi, je suis en sécurité. Cherche une ressource dans ton environnement. Et puis imagine, qu'est-ce qui pourrait être une ressource là-bas ? Qu'est-ce qui pourrait être une ressource là-bas ? Qui pourrait être un soutien là-bas ? C'est qui les alliés ? Identifier les alliés en amont. S'il n'y a pas d'alliés, c'est peut-être un animal de compagnie, c'est des ressources. C'est la nature peut-être qui va me porter. Et ça m'amène à la 3e partie de notre épisode, les solutions concrètes. J'ai déjà un peu commencé là, en expliquant comment travailler. Donc je le disais, prends le temps d'imaginer les situations qui vont émerger et sentir déjà ce qui vient en toi, quelles parts de toi sont présentes. Et ici, commence déjà le travail de reparentage, on dit comme ça en français reparenting, se reparenter. Et tu le fais ça en sentant la différence. Okay, ici, on va travailler par contraste. À quels endroits dans ta vie est-ce que tu te sens adulte ? Peut-être au travail, peut-être en compagnie de certaines personnes, quand tu pratiques certaines activités. Moi, par exemple, je me sens super adulte quand je reçois des amis à dîner. Ou quand je vais boire un thé dans un endroit un peu élégant. Ça me fait me sentir super adulte. Dans mon travail aussi. Certains endroits peuvent nous connecter à nos parts adultes assez facilement. Okay, ça te permet de sentir. Et puis, en contraste, où est-ce que tu te sens plutôt encore jeune, encore enfant ? Moi, par exemple, ça va être quand je suis avec certaines personnes. Il y a certaines amies que j'ai depuis le collège qui me font cet effet-là. Parce qu'aujourd'hui, si on se rencontrait, on n'aurait pas grand-chose à se dire. On serait peut-être pas amis, sûrement pas d'ailleurs. Et qu'il n'y a que notre histoire commune qui nous relie. Donc on est comme un peu tout le temps dans le passé. Okay, donc là, je sens qu'il y a facilement des parts jeunes qui sont là. Donc fais cet exercice et puis prends le temps de sentir la différence entre les deux. Pour que après, quand tu es en famille, tu puisses sentir quand ça y est, c'est les parts jeunes qui prennent le relais. Et je connais les sensations, je sais ce que ça fait, où il y a les pensées qui changent, qu'est-ce qui se passe en moi, et ça y est, j'ai appris à l'identifier. Et alors là, ça sera beaucoup plus facile à ce moment-là de prendre soin de ton système parce que tu les vois en fait. À ce moment-là, tu peux dire « Ok, je vais faire une pause, hop, je vais me balader un petit peu. » Et peut-être que tu auras même pris le temps de leur demander en amont à ces parts de toi, donc faire le travail avant d'aller en famille, quels sont leurs besoins. Et à ce moment-là, tu arrives dans ton environnement familial, paré pour toutes les situations, vraiment paré pour toutes les situations. Et il y a quelque chose de génial aussi à faire ça, à s'imaginer les situations en amont et à déjà les travailler, c'est que l'humour peut arriver. Parce que quand tu t'es préparé à des situations, parce que c'est chaque année la même chose, et qu'en effet elles arrivent, franchement il y a des moments où c'est tellement prévisible que ça en devient drôle. Tu commences à pouvoir voir les choses un peu comme un vol d'oiseau, tu sais, c'est un espèce de sketch, là tu penses à ma pièce de théâtre, puis tu commences à voir la pièce de théâtre se dérouler sous tes yeux. Si tu arrives à prendre assez de distance, que tu es assez régulé, parfois c'est drôle. Donc on va faire ça, on va commencer ce travail de reparenting, de se reparenter. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mariner dans notre vérité. Okay, j'aime bien cette expression, on va mariner dans notre vérité. Ça veut dire qu'on peut se répéter intérieurement, on peut vraiment s'ancrer dans « je ne suis pas disponible pour parler de politique » par exemple. Je ne suis pas disponible pour parler de mon désir d'enfant ou de mon célibat. Je ne suis pas disponible pour minimiser mon histoire, okay, minimiser ou me faire toute petite ou tout petit. Okay, c'est préparer son système, je sais ce qui est vrai pour moi. Puis ça, à nouveau, ici, le sentir.
Et idéalement, avec mariner dans sa vérité, puis c'est en lien avec les limites aussi, hein, parce que quand on me pose des limites, c'est ma vérité. Voilà où commence mon territoire, voilà où il s'arrête, voilà mon besoin, etc. Et idéalement, c'est arriver à une telle neutralité, à quelque chose de totalement neutre. En fait, c'est tellement ma vérité que c'est neutre. Il n'y a plus d'activation qui vient avec ça. On peut plus me culpabiliser parce que c'est neutre. C'est comme si je disais je m'appelle Camille. C'est neutre. Je bois pas d'alcool, je m'appelle Camille, c'est la même neutralité. Versus peut-être aujourd'hui quand tu penses à on va nécessairement te proposer cette coupe de champagne et tu vas encore devoir dire non et il y a encore quelqu'un qui va lever les yeux au ciel ou faire une blague et ça t'active encore, bah c'est que c'est pas encore complètement, il y a pas cette neutralité encore. Et c'est ok, hein, c'est work in progress. Et la plupart d'entre nous, on va aller dans les fêtes en famille cette année et on sera pas prêt. Et c'est ok. Et moi, sur le sujet des limites, je suis vraiment de la team lente, ok ? Je suis vraiment de... Mon opinion, c'est mieux vaut poser une demi-limite en préservant l'attachement si on n'est pas super prêt, plutôt que d'essayer de la poser. On la pose, moi je dis toujours en mode fil barbelé, genre hyper agressif ou passif-agressif, pas du tout de la façon dont on aimerait, c'est pas bien fait. Du coup, derrière, on doit aller réparer. Et qu'est-ce que ça envoie à notre système ? Ça confirme à notre système, bah oui, tu vois, quand tu poses des limites, c'est dangereux, ça se passe pas bien. Donc qu'est-ce que j'appelle des demi-limites ? Ça peut ressembler à ça, c'est peut-être je vais prendre une coupe de champagne parce que j'ai pas envie de me prendre une remarque que je suis une rabat-joie, nanana, mais elle me durera tout le dîner et je boirai juste quelques gorgées. Ça peut être ça. Ou je vais pas dire à ma mère d'arrêter de faire tous ces trucs pour moi, hein, si je reprends cet exemple-là, mais je vais plutôt lui proposer qu'on se balade toutes les deux. D'aller prendre une demi-heure toutes les deux, comme ça, elle peut continuer à être en mouvement tout le temps, parce que son système nerveux, il peut pas faire autrement, là, pour le moment. Et on aura quand même une occasion d'être juste toutes les deux, une occasion d'aller un peu plus dans la présence et peut-être d'approfondir un petit peu une discussion, parce que moi, c'est ce dont j'aurais besoin. Et on peut commencer à se rencontrer un petit peu. C'est pas des compromis, c'est pas se trahir, c'est titrer. C'est faire un pas dans la direction de ce que je veux, de ce dont j'ai besoin en ce moment, pour le moment, et préserver aussi l'attachement parce qu'il y a encore plein de parts de moi qui ont besoin de ça aussi. Il y a des parts de moi jeunes qui peuvent pas encore faire autrement, qui sont trop terrifiées, qui sont trop terrorisées à l'intérieur, elles sont pas prêtes. Parce que j'arrive pas encore à rester avec mon moi adulte tout le temps. Et c'est ok. Work in progress, c'est ok. Et j'insiste là-dessus parce que je trouve que parfois dans le développement personnel, on empire les choses, à se dire « Ah, je devrais pouvoir poser ses limites » ou parfois on s'isole, « Je vais pas voir ma famille parce que je peux pas poser telle limite » et on est dans quelque chose de tout ou rien. En fait. Parfois, je trouve ça dommage parce qu'on se coupe de l'amour qu'il y a à certains endroits, de l'amour qui est donné, même si c'est pas un match à 100% avec ce qu'on aimerait. Et encore une fois, hein, ici, je parle d'amour qui est donné dans quelque chose de relativement sain. Okay, je parle pas de comportement abusif où la personne ne se sentirait pas en sécurité, etc. Je parle pas de ça. Je trouve que dans le développement personnel, peut y avoir aussi beaucoup d'injonctions. Donc, il faudrait faire un Noël healthy avec des cadeaux utiles, nanana, ou faire un Noël avec une association où on le dresse comme un étendard de fierté. Moi, je fais Noël tout seul cette année, nanana, j'y suis arrivée. Je sais pas, moi je dis, fais le Noël qui te ressemble. Interroge ton système nerveux, prends le temps de faire ce travail avec les parts en amont, et puis, ok, quels espaces est-ce que je peux nourrir ? Et donc, c'est se demander qui peut nourrir ces espaces en moi, comment moi je peux les nourrir au mieux. Et oui, peut-être que c'est pas ma famille d'origine, que c'est ma famille choisie. Mais c'est vraiment, voilà, aller consulter nos parts à l'intérieur de nous pour créer la meilleure stratégie pour traverser les fêtes. Je l'ai dit, on va faire tout ça aussi en essayant de rester au maximum dans ce qu'on appelle notre moi adulte, de se connecter aux parts adultes de nous. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de se réorienter dans l'ici et maintenant et de revenir dans notre corps. Et ça peut être aussi simple que juste venir toucher ma main, par exemple. Là, je sens que ma main, elle est grande. Si j'imagine la main de ma fille, je sais que c'est vraiment pas la même taille. Donc juste venir me toucher la main. Ouais, ok, je suis dans un corps d'adulte. Ça peut paraître tellement simple, mais c'est tellement puissant de reconnecter à ça. Ok, je suis dans un corps d'adulte. Me réorienter dans l'environnement. Te répéter à l'intérieur de toi, on est le 24 décembre 2025, par exemple. Même chose, ça peut paraître tout bête, c'est très puissant. Va aux toilettes pour retrouver ton calme. Va aux toilettes, fais une pratique somatique aux toilettes, ok, et reviens. Ce genre de choses. Et puis, on va poser nos limites de façon ferme et gentille. Et j'utilise ce mot vraiment parce que
La gentillesse, c'est un mot qui a été très biaisé par des expressions comme trop bon, trop con, ou ah oui, elle est gentille, hein, ou il est gentil, comme ça, avec de l'ironie. Mais la gentillesse, ça devrait être la base de toutes nos interactions humaines. Maintenant, c'est beaucoup plus moderne de parler de bienveillance. Mais pour moi, la bienveillance, c'est cette énergie un peu maternelle, mais de loin, en fait, pas forcément dans l'action. Ça, c'est mon ressenti. Et c'est la définition du dictionnaire. Parce que j'étais en train d'écrire ça, c'est mon ressenti, puis je me suis dit, tiens, laisse-moi aller regarder dans le dictionnaire. Et c'est ça, la bienveillance. Le Robert, il nous dit disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Disposition favorable à l'égard de quelqu'un. C'est lointain, il n'y a pas d'action, ok ? Gentillesse, c'est caractère de quelqu'un qui est dans une complaisance attentive et aimable. On est déjà un petit peu plus impliqué. La limite, elle doit être ferme et gentille. À nouveau, parce que c'est ta vérité était assez régulée pour que la potentielle dérégulation que ta limite entraîne chez l'autre ne déclenche pas chez toi de la culpabilité ou de la dérégulation. Ça, c'est le scénario idéal. Il te faudra du temps pour arriver là, et c'est ok. Des Noëls, il y en aura d'autres, on espère. Donc on progresse à chaque fois et ça viendra. Et le meilleur moyen de commencer à tester ça, si tes limites sont fermes et gentilles, ou fermes et douces, ou fermes et bienveillantes, utilise ce que tu veux comme expression, ce qui résonne le plus pour toi, c'est d'essayer de poser une limite sans la justifier. Et là, à ce moment-là, tu peux voir si tu es vraiment complètement à l'aise, s'il y a cette neutralité ou pas dans la limite. Par exemple, je vais prendre l'air un petit moment. Ou ça, je préfère garder ça pour moi. Ou je t'écoute, mais là, je peux pas répondre à ça, par exemple. Ou tiens, quelqu'un te demande justement, est-ce que tu veux aller te balader ? Non, je préfère rester à l'intérieur. Sans parce que. Pas besoin d'expliquer, pas besoin de se justifier. Quelques mots. Quelques mots dits avec, voilà, fermeté, douceur. Prends les fêtes de fin d'année comme un laboratoire. Un laboratoire où tu pourras constater les évolutions, les progrès, les endroits où il y a encore besoin de travail. C'est vraiment le prendre comme une expérience scientifique presque. Ok, je vais aller voir, tiens, où est-ce que j'en suis sur mes limites cette année ? Je mets mes petites lunettes et on y va, on va voir. Et puis après, comme toujours, hein, c'est toujours activation, intégration et puis repos. Ok, donc vraiment, ça, c'est assez culturel et ça, je pense, c'est pas mal. Qu'après, entre la semaine, entre Noël et le Nouvel An, il se passe pas grand-chose généralement, mais prends vraiment soin intentionnel, prends ce temps de transition, de redescente, de repos, véritablement. Et encore une fois, l'intégration et le repos, c'est différent, ok ? L'intégration, il y a encore des choses qui se passent. Le repos, c'est le corps, il est au repos. Et tu as besoin de repos, tu as besoin de revenir dans ton cocon si tu es parti de chez toi. Par exemple, de vraiment recréer le cocon, te réorienter chez toi, je suis en sécurité pour revenir. Voilà, donc en conclusion, la question c'est est-ce qu'on peut réinventer les fêtes ? Les fêtes, souvent, c'est pas les fêtes Coca-Cola, hein, c'est pas le moment magique comme dans les films. Mais ça peut être un espace parce que c'est pas une contradiction, et ça peut être un espace où on se donne de la permission, un espace, je l'ai dit, de laboratoire où on voit où on en est, un espace de permission, peut-être on fait un Noël un peu différent, et puis c'est sympa aussi. Ça va rock the boat, hein, ça veut dire que ça va faire bouger un peu la pièce de théâtre, pour moi. Je partage un peu mon expérience ici, pour moi la naissance de Lila, ça a été une grande opportunité d'autorisation. Parce que l'année dernière, elle est née le 20 novembre, donc on est en 2025 au moment où je tourne cet épisode. Et donc à Noël, elle avait 1 mois, en fait. Elle avait 1 mois, donc plein postpartum. Donc j'ai fait venir ma famille à moi pour la première fois, et c'est la première fois que c'est pas moi qui me déplaçais. Et oui, ma grand-mère de 80 ans a pris l'avion pour venir me voir en Italie, et ça s'est très bien passé. Et cette année, du coup, donc 1 an après, elles reviennent à nouveau, ma sœur, ma mère, ma grand-mère. Elles reviennent pour Noël parce que j'ai osé dire. Ma mère m'a posé la question et j'ai pu sentir un peu de people pleasing revenir. Mais j'ai osé dire que oui, c'était plus facile pour nous qu'elles viennent plutôt que nous faire 9 heures de voiture avec une petite. Et voilà, pareil sur les repas par exemple, d'habitude on parle du menu de Noël genre 1 mois avant le jour J. Ma mère et ma grand-mère, elles s'arrêtent plus et on est que dans la logistique et ça faisait 2-3 Noëls que c'était devenu pénible pour moi, ça, que tout soit toujours autour de la logistique, autour de la nourriture. J'avais l'impression qu'on se voyait, mais on se voyait pas, en fait, parce qu'on était tout le temps dans « faut faire ci, faut faire ça », le « il faut ». Et donc, l'année dernière, j'ai dit « écoutez, on va… » Et c'était génial d'avoir cette autorisation-là, parce que en plein postpartum, ça a été vraiment l'opportunité de dire « ok, on fait un gratin dauphinois, et puis après, le poisson, tout le reste, on prendra chez le traiteur. » Et c'était le premier Noël
calme, avec vraiment plus de présence, du temps pour être ensemble. Aussi, on est là en Italie, donc c'est comme un peu de tourisme pour elle, voilà, prendre le temps d'aller faire un tour en ville, d'être ensemble au soleil, etc. Et c'était vraiment très différent. J'avais invité aussi des amis américains, donc c'était la première fois que c'était pas 100% famille le soir de Noël, parce que leur famille était aux États-Unis et ils auraient été seuls dans leur appartement qui était en travaux en plus, donc j'étais en mode non, c'est pas l'esprit de Noël, venez chez nous. Donc l'ambiance était hyper différente, c'était très sympathique, c'était très relaxé. Donc voilà, je partage juste cette expérience pour dire que parfois Et moi je me disais, mais qu'est-ce que va penser ma sœur? Qu'est-ce que va penser... J'avais toutes ces résistances un peu à l'intérieur de moi. Parfois, on a tellement l'impression que c'est pas possible, que voilà, on se met des impossibilités partout. Et finalement, non. Parfois, il y a plein d'endroits où c'est possible. Donc, et je crois que, in fine, notre travail, si on peut l'appeler comme ça, ou ce vers quoi on peut tendre, c'est ça, c'est pouvoir sentir que l'amour est là, en fait, dans ces moments-là, en famille, si c'est possible. C'est avoir posé nos limites de façon suffisante, pas parfaite, pas de façon parfaite, de façon suffisante, pour sentir les endroits où on reçoit de l'attention, où on reçoit de l'amour, que notre système il soit assez ouvert finalement pour recevoir ce qui peut être donné. Et tout ne peut pas être donné, peut-être c'est différent de ce qu'on aurait voulu, peut-être c'est pas aux endroits où on l'attendait, mais il peut exister. Que ce soit de l'amour, de l'affection, peut-être que c'est du respect avec nos parents parce qu'on en est là, peut-être que c'est juste de l'attention, mais ça peut être ça, ça peut être un geste super simple, ça peut être un moment où on reste en silence et puis on n'est pas gêné, ça peut être partager un souvenir, tu te souviens, hein. Voilà, ça peut être le respect d'un besoin, et ça c'est nouveau, oui, là, à cet endroit-là, tiens, il respecte mes besoins à cet endroit-là, elle a compris où il a compris. C'est pas encore parfait du tout, mais là, je peux le voir. Et sauf que si nous, on arrive dans la dérégulation totale, en mode je vais pas pouvoir poser mes limites, même ça on peut pas le voir, les petits changements, les petites évolutions, et du coup on se rend compte jamais en fait, Voilà ce que j'avais à partager sur les fêtes en famille. Sûrement qu'il y a plein d'autres choses, il y aurait plein d'autres choses à partager. En tout cas, je te souhaite de merveilleuses fêtes, je te souhaite que ce soit pas uniquement la course aux cadeaux, que ce soit pas uniquement le meilleur menu de Noël, mais que tu puisses avoir aussi des moments de vraie présence, et le Noël qui sera le meilleur possible pour ton système nerveux cette année. Et l'année prochaine, ce sera sûrement différent parce que nos besoins évoluent, nos limites évoluent, le travail sur nous continue. Merci pour ça, merci pour vos partages à nouveau, de m'avoir partagé ce qui était difficile pour vous en ces périodes de fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein de paix, d'amour, de sérénité pour cette période qui est spéciale et dans laquelle il y a de la beauté. Il y a du deuil, il y a de la tristesse, il y a des activations, et il y a aussi de l'amour et de la beauté, et on peut voir comment est-ce qu'on peut voir aussi ces endroits-là. Merci pour ton écoute, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.